Jean-François qui nous fera un aperçu des recherches cliniques en cours au CIC dont on n'a pas encore parlé. Et enfin, en fait, on a parlé de tout, donc on a parlé de tout. Je vais essayer de gagner un peu de temps. Ça va aller vite. On a parlé de beaucoup de choses, en fait. Ça va être et ensuite, Philippe Choumerifo fera la dernière partie de cette journée avant la session patient, mais il y aura une pause, bien sûr, entre les deux. Donc voilà, je devais vous parler des études en cours et à venir, les études qui recrutent aujourd'hui des patients. En pratique, on a parcouru déjà beaucoup de choses dans la journée. La journée a été longue, hein. On est fatigué, on est en retard, donc je vais essayer d'aller très vite. Juste quand même attirer votre attention sur le fait que le CIC a démarré avec une activité qui était tournée quasi exclusivement vers les pathologies de la rétine, maladies rares d'un côté, maladies moins rares de l'autre. Et depuis sa création, son expertise a grandement augmenté, vous vous en êtes rendu compte, tout au cours de la journée. Donc aujourd'hui, le CIC intervient pour des pathologies qui vont de la sécheresse lacrymale d'un côté jusqu'au nerf optique de l'autre, en passant évidemment toujours par la rétine. Et avec des activités transversales que sont l'imagerie à haute résolution, qui ne concerne pas que la rétine, mais aussi la cornée, et l'évaluation et la restauration du handicap visuel, avec StreetLab et probablement encore plus à l'avenir avec la constitution de l'Institut de réhabilitation visuelle. On a aussi une activité, on n'en parlera pas parce que ce n'est pas nous qui recrutons les malades, mais il y a aussi toute une activité de surveillance de patients en toxicologie avec des nouveaux traitements de cancérologie par exemple. Et on l'a vu aussi, on dépasse aussi un peu l'ophtalmologie avec la médecine interne, la neuroimagerie aussi probablement bientôt. Alors, une bonne partie des projets dans lesquels on recrute ou on suit aujourd'hui des patients relèvent de ce qu'on appelle des cohortes ou du suivi d'histoire naturelle. C'est-à-dire que c'est des patients qu'on suit avec un centre d'exploration. Et ils sont suivis dans les 3 étages, donc soit au 3e pour les problèmes de surface oculaire, au 5e pour la cornée ou au 4e pour les pathologies rétiniennes héréditaires et la neuro-ophtalmologie. Et avec là encore donc, l'imagerie qui est un peu transversale à tout ça. Alors l'intérêt des cohortes, c'est quoi? C'est de progresser dans la physiopathologie des maladies, c'est d'améliorer le phénotypage, le génotypage s'il s'agit de maladies génétiques. Tout ça donc, pour obtenir des données d'histoire naturelle. On a parlé de l'importance que ça a, sûrement pour les essais cliniques à venir, de connaître l'histoire naturelle des maladies et voir si notre intervention influe l'histoire naturelle. C'est important pour avoir des malades connus, bien identifiés, pour les solliciter le jour où on a un essai à proposer. Et on en a parlé aussi, c'est aussi utile pour essayer de réfléchir sur les critères d'évaluation qui sont peut-être plus pertinents aujourd'hui pour évaluer nos traitements. Alors, je ne vais pas détailler toutes les cohortes. Il y a beaucoup de cohortes toujours en cours de suivi ou des nouvelles cohortes dans le cadre du centre de référence maladies rares, avec beaucoup de mutations ciblées. Alors, je vais trop vite. Il y a un projet qui vient d'être financé pour la partie cornée du CIC sur la construction d'un atlas de la structure cornéenne en 3D. Il y a des projets très intéressants en glaucome, avec notamment les techniques d'imagerie à haute résolution pour essayer de mieux comprendre la physiopathologie. Et donc l'imagerie qui est transversale et qui a aussi ses projets, on en a parlé, dans toute la session d'imagerie. Alors ça, c'est le côté cohorte, suivi de patients. Et il y a tout le côté qui intéresse en général plus les patients, c'est le côté essai thérapeutique, c'est-à-dire les traitements. Et là encore, les domaines sont très vastes et vont couvrir donc, toute l'ophtalmologie quasiment, avec donc, des projets qui sont à tous les niveaux du développement, avec une partie non négligeable de projets en phase 1-2 de développement, c'est-à-dire des premières administrations chez l'homme des traitements, mais aussi des interventions chirurgicales, du laser ou l'évaluation de dispositifs médicaux. Alors, je vais passer aussi très vite puisqu'on a parlé en fait de tous ces projets-là. Donc, il y a de plus en plus de projets de thérapie génique. Donc, vous avez compris qu'il y a un médicament de thérapie génique aujourd'hui qui est l'AMM, c'est le Luxturna. Il y en a un qui est entre les deux, c'est le Lumevoq pour la neuropathie de Leber, qui est en accès précoce, on appelle, qu'on va pouvoir redémarrer à la rentrée. Et il y a plein d'autres mutations aujourd'hui qui peuvent... les patients atteints de beaucoup de mutations qui peuvent aujourd'hui profiter d'une thérapie génique dans le cadre d'essais cliniques. Alors, la limite de tout ça, on en a parlé aussi, c'est le docteur Dakara qui en a parlé. Il y a une limite déjà qui est évidente, c'est le nombre de mutations responsables de maladies rétiniennes héréditaires. Alors, je crois que c'est bizarre, ils ne tiennent plus à jour apparemment, mais il y en a au moins 300. Donc, on n'aura jamais 300 thérapies géniques. Et donc, d'où l'intérêt d'aller vers des thérapies qui ne dépendent pas de la mutation. On vous en a parlé aussi, avec donc, cet essai qui va démarrer très prochainement du facteur de protection des cônes fabriqués par les bâtonnets. Donc ça, c'est un travail qui est, je trouve que c'est le modèle de la recherche translationnelle entre l'Institut de la Vision et les 15 hommes, parce que je crois que c'est quelque chose dont j'ai entendu parler depuis que je suis ici, et ça commence à faire 20 ans quasiment. Et donc là, ça arrive en clinique. Donc je trouve que c'est stimulant en tout cas de se dire que des patients vont pouvoir profiter de cet essai. On a parlé aussi des approches d'optogénétique, avec donc 2 essais en cours, soit de suivi, soit de recrutement actuellement. Les thérapies cellulaires, on a parlé surtout des projets sur la rétine, donc qui sont en cours. Il y a aussi des projets sur la cornée. Donc, M. Bordery nous a parlé des cellules souches limbiques et ils ont aussi un projet sur des cellules souches tromales appliquées sur les cicatrices cornéennes.
Et enfin, donc je ne détaille pas, on en a parlé aussi en fin de matinée ou à l'instant, des projets qui sont plus vers la neuro-ophtalmologie et ou la médecine interne. Alors juste pour finir, je vais aller vraiment très vite, juste attirer votre attention sur quelques pathologies, alors du coup rétiniennes peu fréquentes. Il veut dire qu'on est à une époque où on commence à envisager de pouvoir, si ce n'est traité, au moins améliorer les patients atteints de DMLA atrophique, et ça c'est assez nouveau, c'était un peu le parent pauvre de la DMLA. Et donc on est encore en cours de recrutement pour l'essai clinique de la rétine artificielle Prima. Alors les inclusions sont à peu près finies, mais il y a sûrement des gens qui ne vont pas être implantés, qui vont se désister, donc on peut encore recruter quelques patients. Et on continue au CIC à suivre les premiers patients qui ont été implantés il y a plusieurs années déjà. Et on peut éventuellement donc en mettre des nouveaux. Donc ça concerne des patients donc atteints de DMLA atrophique qui ont moins de 1/16e de meilleure acuité visuelle, qui peuvent éventuellement profiter de ce dispositif, en sachant que ce n'est pas qu'une intervention chirurgicale, c'est aussi une réhabilitation toutes les semaines pendant 1 an au moins, voire plus. Donc il faut des patients quand même motivés. Ça va être compliqué pour eux de venir toutes les semaines. Et il faut se rappeler aussi, je ne sais pas s'il y a des médecins encore qui nous suivent quelque part, mais c'est un essai qui ne se fait pas que à Paris. Et donc, si vous êtes à côté de Nantes, de Bordeaux, de Lyon ou de Marseille, il y a des centres plus près, plutôt que il n'y a pas besoin de venir à Paris. Autre approche pour la DMLA atrophique, et là c'est pour des formes plus précoces, des traitements qui visent à limiter l'extension de l'atrophie. Et donc là, un essai où on est sur le point de le démarrer, d'un médicament qui s'appelle le danicopan, qui est un inhibiteur du facteur D. Alors on rejoint le topo juste d'avant sur l'inflammation. Le facteur du complément, c'est impliqué dans l'inflammation. Et donc ce traitement, alors il y a déjà des traitements qui ont été évalués pour l'atrophie géographique. Certains ont déjà échoué, d'autres comme le produit d'Apellis, qui est en phase de demande d'AMM, se fait par injection intravétérine répétée tous les mois, ce qui est a priori assez contraignant. Donc l'intérêt du danicopan, a priori, c'est qu'il... Enfin, l'intérêt c'est sûr, sous réserve qu'il n'ait pas d'effet secondaire, c'est qu'il est administré per os. Donc pour une maladie bilatérale et à prendre à vie, c'est pas illogique. Et on aura dans quelques mois probablement aussi un autre traitement. Cette fois, son petit nom, c'est HMR59 pour le moment. Là, c'est une thérapie génique qui fabrique aussi en quelque sorte de l'anticomplément. Et donc là, c'est une injection unique dans l'œil pour à vie avoir l'anticomplément. Dans les maladies très fréquentes, on a aussi des protocoles et des essais sur la rétinopathie diabétique, et un qui est pour lequel il nous faut beaucoup de patience, c'est le protocole EVIRED, qui vise en fait à revoir la classification de la rétinopathie diabétique, qui est basée aujourd'hui sur des photocouleurs, en utilisant toutes les nouvelles techniques d'imagerie et des algorithmes d'intelligence artificielle. Alors là, a priori, en fait, les patients peuvent même venir nous voir directement. Il suffit qu'ils soient diabétiques et qu'ils aient une rétinopathie diabétique, et on ne change rien à leur suivi. C'est juste qu'en plus, on leur fait de temps en temps des images pour essayer d'entraîner les algorithmes et d'établir cette nouvelle classification. J'insiste pas sur tel ADME, M. Pack en a déjà parlé. Donc là, on recherche des patients atteints d'œdème maculaire et à qui on propose un traitement par laser visant à diminuer un petit peu le nombre d'injections qu'ils seraient susceptibles de recevoir. Avec des résultats qui étaient intéressants en phase sur l'étude pilote. Voilà, donc concrètement, ça veut dire qu'il faut continuer à envoyer les patients, donc soit aux experts des différents centres, la cornée, la surface, le centre de maladies rares. Il est possible aussi, et c'est tout récent, de nous solliciter pour un avis avec des dossiers médicaux. Donc là, je parle aux médecins, par une plateforme de téléexpertise de l'hôpital qui vient d'être mise en place, donc à l'adresse omnidoc.fr/15A. Donc là, vous pouvez envoyer un dossier de patient et on peut vous dire si peut-être il pourrait être incluable ou non dans une étude, a priori en tout cas. Voilà, je vous remercie. Donc là, je vous ai parlé des essais cliniques qui font participer des patients. Et on va passer là. Merci.